Madame, Monsieur, bonjour. Comprendre et agir face à la maladie d'Alzheimer. Le mardi 8 avril prochain, une soirée conférence sera donnée à la Maison de la Culture de Marchand-Famenne, encadrée par la Fondation belge pour la recherche et la plateforme Alzheimer de la province de Luxembourg. Nous allons parler de la maladie, des services mis en place pour soulager les personnes qui sont confrontées, avec nos deux invités, Lucie Leroux, responsable des activités Stop Alzheimer pour la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Bonjour, merci d'être là. Et le docteur Christian Gilles, membre de la plateforme Alzheimer province de Luxembourg. Alors, selon l'OMS, on estime que 210 000 Belges souffrent aujourd'hui de la maladie et ce chiffre devrait augmenter de 20% dans les 10 prochaines années. Au niveau mondial, le nombre de personnes touchées triplera d'ici 2050 pour atteindre 150 millions de malades. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut craindre que tôt ou tard, toutes les personnes qui nous regardent seront de près ou de loin touchées par la maladie, Sylvie Leroux? Alors, on estime en Belgique que dès l'âge de 85 ans, ce qui n'est plus une exception de nos jours, vous serez d'accord avec moi, c'est une personne sur trois qui sera directement confrontée à une maladie de type Alzheimer. Néanmoins, la recherche progresse et on se rend aussi compte qu'il est possible de réduire les risques de la maladie jusqu'à 45%. Et avec nos modes de vie actifs, en fait, l'augmentation du nombre de cas est moins alarmante que ce à quoi on s'attendait il y a quelques années. Donc c'est une bonne chose. Malgré tout, on parle de chiffres ici, c'est quand même difficile aussi de connaître le nombre précis de malades d'Alzheimer, notamment en Belgique, parce qu'on ne diagnostique pas suffisamment tôt, ou peut-être parce que les gens aussi ne font pas les démarches nécessaires. On entend très souvent les gens nous dire pourquoi poser le diagnostic, il n'y a de toute façon pas de traitement, on y reviendra, il en existe quelques-uns, mais qui sont efficaces uniquement à un stade très précoce de la maladie. Donc aujourd'hui, au niveau de la Fondation Stop Alzheimer, il y a également un grand enjeu de recherche au niveau du diagnostic, parvenir à un diagnostic qui soit plus précoce, moins contraignant, qui aille beaucoup plus vite aussi, pour pouvoir suffisamment tôt cerner la maladie et bien s'entourer pour bien traiter les choses. On parlera aussi de la recherche, oui. Concernant les chiffres de prévalence, il faut spécifier qu'on parle là de tous les troubles neurocognitifs majeurs, pas uniquement de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est la maladie la plus fréquente qui provoque les troubles neurocognitifs majeurs, mais ce n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'il y a différents stades ou différentes formes de maladies qui se ressemblent. Il y a différentes maladies qui donnent des troubles neurocognitifs. Bon, on peut rester là pour le moment, on peut entrer dans le détail par la suite. Et donc ces chiffres concernent tous ces troubles neurocognitifs majeurs, quelle que soit l'étiologie en fait, dont Alzheimer. Mais il y a une chose intéressante, c'est qu'on a constaté que depuis 1988 jusqu'à 2015, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par période de temps donné, a diminué. 13% globalement, et on a parlé d'un chiffre de moins 16% pour la maladie d'Alzheimer spécifiquement. Alors c'est vrai que sur cette période, les méthodes de diagnostic ont changé. Et donc ça peut contribuer, mais ces changements concernent les pays riches et dans les pays multiethniques, comme les États-Unis par exemple, essentiellement les Caucasiens. Donc, une explication, c'est que les baby-boomers arrivent à l'âge où ils sont à risque de développer un trouble neurocognitif majeur, en meilleur état de santé. Et donc, c'est là qu'intervient la prévention dont on parlera par la suite. Est-ce qu'il faut déduire qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des cas de figure où on risque davantage d'être atteint par la maladie? Oui. Hommes, femmes, oui. Oui, certainement. Mais ce que je voulais terminer en disant que ce progrès, donc cette diminution de l'incidence, risque de s'inverser dans les années prochaines, dans les décennies prochaines, du fait de l'obésité, de la sédentarité, du diabète de type 2 qui ne fait qu'augmenter. Or, ça, par exemple, ce sont des facteurs en fait, voilà, qui augmentent le risque de maladie. Tout à fait. Donc la nourriture. Oui, donc il faut savoir que en diminuant tous les facteurs de risque environnementaux et de style de vie, on diminuerait de 40% la prévalence de la maladie d'Alzheimer en tout cas.
et probablement des troubles neurocognitifs en général, parce que les facteurs de risque environnementaux et de style de vie concernent aussi bien les aspects vasculaires que neurodégénératifs. Quand on voit un impact de plus en plus important justement du style de vie, de la nourriture sur les jeunes, notamment dans d'autres pays, aux États-Unis, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a un risque que la maladie touche davantage de jeunes demain? Parce que pour l'instant, ça touche davantage des personnes âgées, on dit au-delà de 80, 85 ans. Quand on parle d'une maladie à 65 ans, on dit que c'est une maladie... On parle de début tardif après 65 ans et de début précoce avant 65 ans. Précoce avant 65 ans. Mais est-ce que ça veut dire aussi que ce niveau de précocité risque d'avancer encore? Pour ce qu'on en sait actuellement, l'âge de début est essentiellement fonction de la génétique. Donc, les personnes qui débutent leur maladie plus tôt sont des personnes qui ont un gène à risque particulier. Ouais. On va pas entrer dans le détail, enfin on peut y entrer, mais bon, on va pas entrer dans le détail. Et les facteurs environnementaux et de style de vie sont des facteurs aggravants, en fait. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'il y a l'apparition des symptômes, mais il y a tout ce qui se passe en amont au niveau du cerveau lorsque la maladie va apparaître. Et les scientifiques savent aujourd'hui que les accumulations anormales de protéines qui surviennent dans le cerveau, elles apparaissent des dizaines d'années avant l'apparition des premiers symptômes, d'où l'importance d'un diagnostic très précoce. Et on y arrive tout doucement, notamment avec les biomarqueurs sanguins. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'un dépistage est possible. Et à partir de quel âge? Alors, au niveau à partir de quand? À partir de quand, docteur? Alors, quand on dit dépistage, ça veut dire mise en évidence de l'existence d'une maladie avant qu'elle se manifeste d'une quelconque manière. Okay. Alors, le dépistage, c'est bien si on a un traitement qui peut arrêter l'évolution à coup sûr. Okay. Ou la ralentir. Ou la ralentir, oui. Retarder l'âge d'apparition. Ouais. À ce stade-ci, les traitements dont on dispose ne sont pas tout à fait convaincants. C'est-à-dire que les traitements que l'on donne d'habitude aux personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer sont des traitements à visée symptomatique, donc qui ont un effet sur, pas majeur, mais un effet quand même sur l'aspect cognitif, qui ont un effet pour certaines molécules sur l'indépendance pour les activités de la vie quotidienne, mais il n'arrête pas l'évolution. Si vous voulez, il y a la courbe d'évolution est parallèle à ce qu'elle aurait été sans traitement, mais avec une symptomatologie moins marquée. Et alors, récemment, sont arrivés... m'interrompez, je voulais dire quelque chose. Sont arrivés des anticorps monoclonaux, donc les anticorps qui visent les protéines justement qui s'accumulent dans le cerveau des personnes qui présentent une maladie d'Alzheimer, de façon à les éliminer en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle l'effet évier, le sync effect. Et cela pourrait en effet jouer le rôle de modificateur de l'évolution, soit en arrêtant, soit en ralentissant. Mais actuellement, il n'y a plus qu'un médicament, je pense aux États-Unis, de ce ordre-là qui est commercialisé, c'est le lecanemab. Lecanemab qui, dans un premier temps, a été refusé par l'Agence européenne du médicament, qui maintenant est autorisé à condition que les personnes à qui on le donne remplissent certaines conditions, c'est-à-dire un moindre risque d'effet indésirable, parce que ces médicaments ont un effet, oui, sur la charge en protéines anormales. Mais elles ont des conséquences. Ils ont des conséquences, ils ont des effets indésirables, non négligeables, à type de micro ou de macro-hémorragie cérébrale, d'œdème cérébral. C'est-à-dire que malgré tout, il y a quand même malgré tout un peu d'espoir pour les personnes qui développeraient la maladie. Lucie Leroux, on sait que la recherche est importante et que la fondation de lutte contre la maladie d'Alzheimer, évidemment, finance énormément de recherche. J'ai lu sur votre site internet 4,5 millions d'euros qui ont été levés de fonds privés et attribués à la recherche en Belgique. Chez Stop Alzheimer, ça fait 30 ans qu'on finance la recherche scientifique exclusivement en Belgique, qu'elle soit fondamentale, clinique ou psychosociale. Cette année, uniquement, on a pu financer en recherche fondamentale et clinique une vingtaine de projets de recherche avec une enveloppe de 4,5 millions sur la seule base de dons privés, donc c'est pas rien. Et en effet, la recherche progresse surtout au niveau du diagnostic, ce qui est très important aujourd'hui. Et au niveau des traitements, on parlait d'un traitement au niveau des États-Unis, mais le professeur Journoy, l'Octave, ce mardi, aura
aura l'occasion de rentrer plus dans le détail. Il me semble de mémoire qu'il y a actuellement 3 médicaments aux États-Unis qui ont fait l'objet de tests cliniques et qui vont être évalués par l'Agence européenne du médicament. Alors évidemment, c'est une maladie lourde pour le patient qui est atteint, mais c'est une maladie aussi lourde pour les familles, les accompagnants. Et il y a évidemment beaucoup de choses qui sont mises en place pour venir en aide. C'est aussi un des rôles de la plateforme Alzheimer province de Luxembourg, c'est de venir en aide à toutes ces familles par des services qui sont mis en place. Il y a une maison Alzheimer ouverte à Rossignol qui permet de se retrouver et de discuter. Pas uniquement destiné aux personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer, c'est destiné à toutes les personnes âgées de cette commune ou de ces communes voisines aussi, dont des personnes qui souffrent de troubles neurocognitifs majeurs. Oui. Ouais. Il y a ça. Et puis alors, le service de répit. Le service de répit, donc on invite des couples aidants, aidés, soit à passer une journée pour des activités bien spécifiques, soit à passer un week-end au cours duquel les aidés sont accompagnés par des bénévoles de la plateforme et où l'aidant peut souffler en quelque sorte. Alors c'est intéressant pour ça, parce que c'est un répit comme le nom l'indique, mais c'est également un lieu de rencontre. Donc des couples peuvent se rencontrer et sur base de ces rencontres se sont forgées des amitiés qui durent depuis des années, voire des couples. Je pense que vous avez reçu notre ancien président ici il y a tout juste un an à l'occasion de la sortie et la parution d'un ouvrage aux éditions Weyrich, Jean-Pierre Benhamon et Mira dos Santos qui ont couché sur papier, juste pour aller jusqu'au bout, qui ont couché sur papier en fait leur récit de vie parce qu'ils ont tous les deux vécu au quotidien et qui ont aussi été soutenus par cette plateforme Alzheimer. Ça leur a fait du bien. Et il expliquait d'ailleurs justement dans l'interview que la difficulté au début pour lui, c'était de vouloir gérer ça tout seul. C'est un des risques peut-être, de vouloir aller tout seul face à cette maladie. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de tabous qui entourent la maladie. Donc c'est vrai qu'oser en parler, c'est une sacrée étape à passer. Et puis, il y a énormément d'acteurs associatifs au niveau de la maladie d'Alzheimer avec des missions très complémentaires. C'est pour ça qu'on est très heureux, dans le cadre de la conférence de Marche en Famenne ce 8 avril, d'être entouré de la plateforme pour pouvoir mieux informer, parce qu'aujourd'hui les expertises et les informations sont très éparpillées et donc ça nous tient à cœur depuis Stop Alzheimer de pouvoir s'entourer d'acteurs complémentaires pour en fait centraliser l'information et aider à faire parler la maladie. Est-ce que vous pouvez faire aussi au niveau de la plateforme avec des ambassadeurs qui sont là Des ambassadeurs. Alors bon, à côté des répits, nous proposons également aux personnes qui souffrent de troubles neurocognitifs à un stade débutant de rédiger leur histoire de vie. Donc c'est de façon à ce que les personnes qui auront à s'occuper d'elles par la suite à domicile, en maison de retraite, et leurs enfants et leurs petits-enfants sachent vraiment à qui ils ont affaire et qu'on puisse proposer un accompagnement personnalisé, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Ce que vous conseillez par rapport aux familles dont on aurait diagnostiqué un début de maladie d'Alzheimer, c'est de prendre contact assez rapidement parce qu'il y a des réponses adaptées évidemment en fonction des stades de la maladie. Oui, déjà la plateforme propose la cellule appui, qui est un numéro de téléphone ouvert de manière à peu près permanente, qui nous permet d'orienter vers des personnes, vers des services, les gens qui nous font part de leurs difficultés. À côté de ça, nous venons de démarrer une formation en psychoéducation pour les aidants. Psychoéducation, ça veut dire on les informe sur ce que sont ces maladies, parce que tous les gens qui viennent ne sont pas des aidants de patients avec Alzheimer, ils ont d'autres maladies éventuellement, donc on les informe sur les maladies. On leur donne les moyens de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qu'ils observent, et donc de réagir avec moins de stress, moins de difficultés, et donc de façon plus adéquate et moins dangereuse pour eux. Encore un mot, juste pour terminer, au niveau de la fondation, on l'a dit, vous financez la recherche, ce sont des dons privés, une fondation qui ne fonctionne qu'avec des dons
Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de subside de la part des pouvoirs publics pour faire avancer la recherche sur ces maladies. Donc on dépend à 100% de dons privés qu'on alloue de la meilleure manière qui soit, grâce à des procédures de sélection très strictes. Et on est fiers chaque année de voir les scientifiques qu'on finance aboutir à des percées, que ce soit au niveau de la compréhension de la maladie, du diagnostic, de pistes de traitement, ou aussi l'accompagnement des patients, parce qu'on finance aussi la recherche psychosociale pour pouvoir améliorer l'accompagnement des aidants, des patients et des soignants. Bien, Lucie Leroux, docteur Gilles, merci d'être venu sur ce plateau. On mettra sur notre site internet toutes les informations, tous les liens possibles. On rappelle donc cette conférence qui sera donnée à la Maison de la Culture de Famenne-Ardennes à Marchand-Famenne le mardi 8 avril à 19h30. Il reste encore un peu plus de 150 places disponibles. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Je souhaite une belle soirée. À bientôt.